Raconte-moi une histoire, douce mère, sur les ancêtres et leur époque, sur leur façon de cheminer avec beauté, en apprenant les voies de médecine. Quand tu racontes leurs histoires, cela me permet de voir l'importance de chaque leçon et comment elle s'applique à moi. À travers l'exemple d'un autre, je partage ses rires et ses larmes. À travers l'expérience d'un autre, j'apprends comment l'amour peut l'emporter sur la peur. Ensemble, nous pouvons voyager au cœur de ces autres époques, en récupérant toute la sagesse des héritages qui nous ont été laissés. La mère de clan de la 6e lune. La conteuse est la mère de clan du cycle lunaire qui tombe au mois de juin et qui est représentée par la couleur rouge. La conteuse nous enseigne à avoir foi, à être humble et à rester jeune de cœur en gardant intacte notre innocence. Ce sont là quelques-unes des médecines qui se trouvent dans la couleur rouge. Le 6e cycle de vérité gardé par cette mère de clan est celui de parler en vérité. La conteuse apprend à ses enfants humains à parler à partir de leur cœur, à dire toujours ce qu'ils veulent exprimer de façon authentique, claire et concise. Cette mère de clan est l'enseignante de la vérité et l'éclaireur qui nous montre la foi qui nous est nécessaire pour trouver notre chemin à travers la forêt illusoire de nos propres confusions. La conteuse nous apprend que dire ce qui est vrai est la base de la tradition orale qui garde vivante la sagesse universelle qui traverse le temps. Les leçons durement apprises qui ont guidé de façon sûre d'autres êtres humains sur la route rouge de leur vie physique s'appliquent à tous les hommes parce qu'elles sont basées sur des vérités éternelles. La conteuse nous apprend à utiliser l'humour pour chasser nos peurs et à équilibrer le sacré et l'irrévérence. Lorsque nous pourrons rire de notre humanité et de nos tentatives insensées pour maintenir nos limitations, nous aurons vaincu les démons que nous avons nous-mêmes fabriqués et qui nous ligotent à nos grands drames. Ainsi
que notre besoin de nous créer des bouleversements en permanence. À travers l'écoute des histoires des autres et de la façon dont ils intègrent les leçons qui se présentent sur leur chemin, nous devenons capables d'ouvrir notre perspective sur nos propres rites de passage sur Terre. Cette mère de clan est aussi la détentrice de la médecine Heyoka, qui nous pousse à grandir par le rire. Le Heyoka peut nous montrer comment atteindre la complétude que notre Orinda désire en passant par la porte de derrière ou en allant en sens contraire d'une leçon quelconque. L'essence spirituelle ou Orenda voit plus loin que le tunnel de la vision humaine et peut travailler avec la médecine Eoka pour nous amener à dépasser notre stupidité. Le Eoka va faire le clown en nous donnant de subtiles leçons sur lesquelles nous pouvons réfléchir ou que nous pouvons ignorer. La conteuse sait aussi tisser une histoire qui met en scène les caractéristiques des leçons de vie d'une personne, sans la montrer du doigt pour autant. La personnalité Eoka de la conteuse piège alors son auditoire, qui assiste en toute sécurité à ce qui se passe dans sa propre situation, mais en étant en position d'observateur, au lieu d'avoir à s'y confronter de plein fouet. La conteuse utilise les dons de la sagesse offertes par les anciens, aujourd'hui donnés en esprit, pour présenter les vérités qui ont aidé ses ancêtres. Quand la vérité a été utilisée pour résoudre des problèmes ou défis de la vie, ces vérités sont à partager avec les générations futures. La conteuse et son cycle lunaire sont connectés à la couleur rouge, parce que le sang est rouge. La sagesse de tous les ancêtres humains et leurs leçons sont codées dans l'ADN du sang. Selon la médecine indienne traditionnelle, le sang a toujours été reconnu comme le flot de vie qui coule dans notre corps et nous permet de solliciter la connaissance détenue par les sages anciens qui sont venus avant nous. Ce n'est qu'à l'époque moderne que les scientifiques ont découvert que l'ADN porte des empreintes génétiques. Mais ils n'ont pas découvert que l'on peut aussi accéder à la pensée collective et à l'esprit de la race humaine à travers les schémas d'ADN de toutes cellules d'un corps humain et par le sang. La conteuse permet à chaque auditeur d'entendre des histoires qui racontent comment d'autres ont trouvé la vérité dans leur vie. Grâce aux paroles de vérité qu'elle dit, cette mère de clan nous enseigne à parler à partir de notre vérité personnelle et de notre point de vue sacré quand on nous demande notre avis. Mais lorsque l'on ne nous demande pas de faire un commentaire, elle nous apprend à écouter sans avoir à ajouter notre opinion qui n'est pas désirée.
La gardienne des histoires de médecine nous rappelle que dire ce qui est vrai ne blesse jamais personne, si c'est fait avec amour. Si c'est fait avec amour, et si nous n'y mettons pas les projections de notre vertu personnelle, ni les jugements mesquins que nous utilisons souvent pour nous critiquer nous-mêmes. Dire ce qui est vrai est un art qui n'inclut jamais de juger l'autre. Désigner du doigt quelqu'un laisse toujours trois doigts pointés en arrière vers l'accusateur. Cette sorte de jugement ne permet jamais à la personne qui est la cible des critiques de trouver la vérité qui la concerne. Comme la conteuse, quelqu'un qui veut dire ce qui est vrai sans désigner du doigt qui que ce soit peut partager une histoire racontant la façon dont il ou elle a appris une leçon ou réussi à traverser une crise. Cette enseignante de la vérité nous rappelle que ceux qui émettent des demi-vérités brisent la confiance d'une confidence qu'on leur a faite, ou sont à l'origine de rumeurs agissent ainsi parce qu'ils sont blessés. À cause de leur inaptitude à parler vrai, même avec eux-mêmes, ils projettent les mensonges et illusions qui sont à l'intérieur de leurs blessures sur le reflet humain le plus proche ou la première situation qu'ils peuvent trouver. La conteuse regarda les visages des enfants qui s'étaient regroupés autour d'elle pour écouter les histoires qu'elle allait partager avec eux. Avec le conseil de sa tribu, du peuple le tout petit, le feu se reflétait sur le visage attentif des petits, donnant à la conteuse une audience d'admirateurs ravis. L'amour qu'il portait à la conteuse venait de la façon respectueuse dont la mère de clan les traitait. La conteuse avait enseigné aux précédentes générations de nombreux clans et tribus que les enfants sont des esprits adultes dans de petits corps. Le conseil des enfants devint donc le conseil du peuple tout petit. L'art du conte. Le ciel de la nuit était sans lune, amenant des milliers d'étoiles dans le champ de vision. Cette nuit commençait le nouveau cycle lunaire de la lune, des maturités.
Le bol de médecine étoilé du ciel de la nuit donnait à chacun la sensation que quelque chose de spectaculaire était sur le point de se passer. La brise amenait le doux parfum des fleurs de mimosa qui pendaient des branches du cercle d'arbres autour de la hutte de la mère de clan. Des insectes dansaient en zigzag dans l'air auprès des grands roseaux, de la menthe sauvage et du ruisseau bordé de trèfles rouges qui serpentaient à travers le campement. De temps en temps, des lucioles scintillaient en tremblant dans la chaude nuit d'été. La conteuse décida que c'était le moment parfait pour partager l'histoire qui raconte comment la luciole a eu sa lumière rayonnante. Les enfants qui constituaient le conseil du peuple tout petit étaient enchantés de voir la mère de clan, les étoiles et la danse des lucioles, sans pouvoir décider de ce qui était le plus intéressant pour leurs esprits curieux. Nawes, Kenyo, merci de bien aller, commença la conteuse avec la salutation traditionnelle qui ramena à elle l'attention dispersée des enfants. Les petits savaient que ce salut était le signe officiel qu'il était temps pour eux de s'installer par terre, de rester très tranquilles et d'écouter sans interrompre. La conteuse ne racontait que des histoires courtes à ce conseil du peuple tout petit, parce que les plus jeunes, qui avaient à peine 3 ans, avaient une capacité d'attention bien moindre que les plus grands, qui faisaient aussi partie du conseil. Lorsqu'un enfant dépassait son 11e été, les garçons allaient dans le conseil des jeunes guerriers et les filles rejoignaient le conseil du papillon qui les préparait, tels des boutons de fleurs et des fleurs qui s'ouvrent à leur transformation en femmes. La conteuse s'éclaircit la gorge et commença à raconter. Il y a bien des lunes, on connaissait la luciole sous un autre nom. C'était une étoile, et son nom était celui qui oublie de scintiller. Ce petit frère faisait partie de la grande nation des étoiles et vivait avec ses 7 sœurs étoiles qui brillent toujours avec éclat là-haut dans le ciel. La conteuse désigna les 7 étoiles de la constellation du Grand Bison, en montrant aux enfants où la voir. Les 7 sœurs étoiles détenaient les 7 directions sacrées. L'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, en haut,
en bas et à l'intérieur. Elles nous ont appris à tous, dans la tribu humaine, à honorer l'abondance que le grand bison nous apporte par chacune de ses directions. Celui qui oublie de scintiller était toujours triste parce que ses sœurs avaient la mission de détenir pour le grand bison les 7 directions sacrées, alors qu'il n'était pas sûr de sa mission à lui. Il en était si triste que parfois il laissait sa lumière disparaître, et c'est ainsi qu'il reçut le nom de celui qui oublie de scintiller. Une nuit, alors que grand-mère Lune montrait sa face ronde, celui qui oublie de scintiller lui demanda la permission de quitter la nation du ciel pour se rapprocher de la terre-mère et en savoir davantage sur le but de sa vie. Grand-mère Lune lui dit qu'il pouvait y aller, mais qu'il devait faire attention à ne pas s'approcher trop près de la terre. Le magnétisme de la terre-mère pourrait l'attraper et l'empêcher de revenir chez lui. Celui qui oublie de scintiller fut d'accord pour faire attention et ne voyager que là où il serait en sécurité. La première nuit, celui qui oublie de scintiller voyagea à travers la nation du ciel jusqu'à se trouver suspendu dans les nuages au-dessus de la montagne sacrée. Son cœur était très heureux parce qu'il pouvait voir tous les petits frères et petites sœurs de la tribu des animaux jouer à la clarté de la lune. Il héla frère Coyote et lui demanda s'il pouvait se joindre à lui pour jouer. Le coyote était connu par tous les autres animaux comme le filou, le malin, mais le petit qui oublie de scintiller ne connaissait rien sur les enfants de la terre, parce qu'il n'avait été nulle part ailleurs que dans la nation du ciel. Ce filou de coyote lui cria qu'il serait enchanté si son petit frère Étoile voulait jouer avec lui. Mais le coyote pensait que celui qui oublie de scintiller était bien trop éloigné. Celui qui oublie de scintiller réfléchit un moment, puis décida de venir plus près, en dansant dans le ciel, tandis que le coyote dansait avec lui sur la terre. Le coyote commença à parler au petit frère Étoile, très doucement, amenant celui qui oublie de scintiller à se reprocher encore pour entendre ce qu'il disait. Des paroles amicales, de plus en plus douces, attirèrent la petite étoile hors du ciel, jusqu'à ce qu'il vienne flotter juste au-dessus de la tête du coyote. La conteuse s'arrêta un court moment, laissant tous les enfants se demander ce qui était arrivé ensuite. Tous ces visages aux yeux écarquillés étaient rivés aux siens.
Aussi, elle éleva la voix de plus en plus fort et finalement cria pour raconter le passage le plus effrayant. Alors ce misérable vieux filou attrapa celui qui oublie de scintiller et l'avala. Les enfants eurent le souffle coupé. Quelques-uns poussèrent un cri aigu, oubliant toute retenue pour un instant. Eh bien, je suppose que vous imaginez tous comme celui qui oublie de scintiller fut terrifié lorsqu'il se retrouva dans le ventre du fin filou. Ça n'allait vraiment pas. Il avait oublié de briller. Et voilà qu'il ne savait pas le moins du monde comment il allait se sortir de cette histoire sain et sauf. À peu près au même moment où le coyote avalait le petit frère étoile, grand-mère Lune avait baissé son regard et remarqué que celui qui oublie de scintiller n'était plus visible nulle part. Elle s'était mise à chercher encore et encore, mais ne vit pas où le petit frère étoile pouvait être. Comme elle se faisait du souci, elle envoya les étoiles filantes, qui étaient ses éclaireuses, à la recherche du petit frère. En ces temps anciens, le peuple des comètes était les messagers de la grande nation des étoiles. Ils pouvaient aller et venir partout. Les étoiles filantes recherchèrent le petit frère du haut en bas du ciel, sans pouvoir le trouver. À l'intérieur du ventre du filou, le petit frère étoile était effrayé, mais il savait que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de se rappeler toute la sagesse que cette sept sœurs lui avaient enseignée. Sinon, il risquait de ne jamais les revoir. Au bout d'un long moment, il finit par se souvenir pourquoi il s'appelait celui qui oublie de scintiller. Il avait toujours eu peur que sa lumière ne soit pas aussi jolie que celle de ses sœurs. Alors il faisait seulement clignoter une petite lumière par-ci par-là. Il se rebiffa et envoya toute sa lumière à l'intérieur de son petit corps étoile, s'illuminant lui-même et brillant de la façon la plus étincelante qui lui était possible. Le filou se rendit compte soudain que la plaisanterie se retournait contre lui, lorsque toute sa fourrure se mit à s'allumer comme grand-père Soleil. Il courut comme un fou en essayant de se cacher des comètes que grand-mère Lune avait envoyées en éclaireuse pour retrouver leur petit frère. Le filou avait repéré les étoiles filantes qui décrivaient de grands cercles au-dessus des prairies pour apercevoir celui qui oublie de scintiller. Le vieux coyote croyait qu'il pourrait berner les étoiles éclaireuses aussi facilement qu'il avait trompé leur petit frère. Mais à présent, l'insaisissable filou était devenu si lumineux qu'il n'y avait aucun droit au courir ou se cacher pour que les étoiles éclaireuses ne le repèrent pas. Pris de panique, le filou ouvrit sa gueule et cracha petit frère étoile, puis détala. Les étoiles filantes répandirent la nouvelle auprès du peuple des nuages, qui la raconta à ceux du tonnerre, qui la dirent aux éclairs bâtons de feu. Ce misérable vieux filou méritait de goûter à sa propre médecine. Très en colère, les amis de petit frère étoile s'étaient rassemblés dans la nation du ciel et fomentèrent des orages. Ils emplirent le peuple des nuages d'êtres de glace et de gouttes de pluie pour tremper et cogner le coyote avec des averses de grêle.
Hino, le chef du tonnerre, cracha et gronda ses rugissements, et l'oiseau tonnerre fit battre ses ailes géantes, ce qui produisit un bruit colossal qui arrêta net le filou, tremblant de peur. Pendant ce temps, le petit frère étoile était devenu prisonnier du magnétisme de la terre-mère. Il ne pouvait plus se détacher du sol et rentrer chez lui. Il continuait à briller magnifiquement, en sorte que ses amis du ciel pouvaient voir où il était. Mais personne ne pouvait le secourir sous peine d'être aussi attrapé par le magnétisme de la planète Terre. Il appela la terre-mère et lui demanda de le libérer. Puis il attendit sa réponse. L'orage rôdait sur la campagne, donnant au filou une bonne occasion de filer. Lorsqu'il retrouva enfin l'usage de ses pattes et décampa pour éviter les billes de glace et la pluie glaciale qui tombait. Des éclairs vinrent se fracasser tout près de lui, et pour finir, un bâton de feu l'atteignit, mettant le feu à sa queue. Le coyote courut, à n'en plus pouvoir, en essayant de trouver comment leurrer l'équipe du ciel pour qu'il le laisse tranquille. Petit frère étoile entendit enfin la terre-mère qui lui parlait parmi les bruits des êtres du tonnerre. Sa voix voyageait sur les vents rageurs qui accompagnaient l'orage que ses amis avaient fabriqué. Toi, qui oublies de scintiller, il va falloir que tu vives avec les enfants de la terre à présent. Si je relâchais mon magnétisme, tu pourrais rentrer chez toi. Mais alors, tous mes enfants tomberaient de la surface de la terre et iraient voler dans le ciel. Tu es responsable d'avoir oublié de suivre le conseil de Grand-Mère Lune et son avertissement. Il n'y a pour moi aucune façon de t'aider sans faire du mal à mes autres enfants. Tu dois donc rester ici avec nous et décider quelle sorte d'être de la nature tu aimerais devenir. Celui qui oublie de scintiller était triste, mais il savait que la terre-mère avait raison. Il n'avait pas pris garde et s'était laissé piéger parce qu'il avait ignoré l'avertissement de Grand-Mère Lune, lui qui voulait faire partie de la nation du ciel et voir le monde du dessus, comme il l'avait toujours fait quand il vivait avec ses 7 sœurs. Il savait qu'il n'oublierait jamais plus de faire briller sa lumière de façon étincelante, parce qu'il voulait que ses amis du ciel sachent où il était et qu'il n'oublierait pas sa famille. Aussi décida-t-il de dire à la terre-mère qu'il voulait être une créature qui vole et puisse briller comme une étoile. La terre-mère fut d'accord et le changea en une petite bestiole volante de la tribu des insectes. Et elle mit une minuscule étoile sur sa queue pour qu'il puisse scintiller pour ses amis du ciel et pour que tous les autres petits frères et petites sœurs dans la grande nation des étoiles puissent se souvenir de ce qui pourrait leur arriver s'ils ne prêtaient pas attention à la sagesse de leur aîné.
Encore maintenant, si le coyote entend le tonnerre ou voit une luciole, il va prendre peur et se sauver. Le filou se rappelle que les bâtons de feu ont mis le feu à sa queue et qu'il a dû sauter dans une mare pour l'éteindre. Certaines personnes disent que les bâtons de feu et les êtres du tonnerre ont damé le pion au coyote pour donner la victoire au petit frère étoile et lui faire honneur. C'est ainsi que celui qui oublie de scintiller reçut le nom du ver luisant. Sa queue de luciole s'éclaire pour rappeler au coyote la seule équipe qui ait jamais piégé le filou, le malin, en mettant le feu à sa queue. Lorsque la queue de la luciole s'illumine, nous, êtres à deux jambes, nous rappelons qu'il est bon de laisser notre médecine briller et de garder une lueur dans notre regard, afin que le filou ne puisse pas nous rouler en nous amenant à suivre un chemin tordu. Tous les enfants étaient assis, bouche bée, ou yeux écarquillés, fascinés par la conteuse, savourant la richesse de l'histoire du petit frère étoile. Les frères et sœurs aînés s'approchèrent pour ramener les tout petits dans leur hutte, pour les apprêter à la venue du marchand de sable. Ils avaient tous entendu la conteuse raconter l'histoire du marchand de sable et savaient que, après l'histoire du soir, le marchand de sable viendrait saupoudrer son sable dans leurs yeux pour les endormir. Si les enfants étaient encore éveillés, le marchand de sable se mettrait en colère et leurs rêves ne seraient pas de jolis rêves. Mais s'ils étaient prêts pour la nuit, le marchand de sable apporterait des rêves heureux aux tout petits. Tout le monde voulait de beaux rêves, et c'est pourquoi la tribu n'avait jamais eu de difficulté à ce que les enfants mettent leur chaude tenue de nuit pour partir dans le monde des rêves. La conteuse suivit du regard le départ du conseil des tout-petits avec leurs parents et leurs frères et sœurs aînés. Leur petite voix leur disait « Nawe Aksot, Ogadenetga Do, merci grand-mère, je me suis bien amusée. » La mère de clan accueillit ses remerciements et adieux et se prépara à se retirer dans sa hutte. Elle adressa sa reconnaissance silencieuse au grand mystère pour l'enrichissement que les enfants avaient apporté dans sa vie et pour les dons qu'elle pouvait transmettre aux tout-petits, en leur donnant ainsi des fondements solides pour leur croissance. Elle fut tirée de ses pensées par le hurlement du loup, qui cheminait toujours à côté d'elle en esprit. Son totem lui donnait la capacité de créer de nouveaux chemins pour apprendre et enseigner. Les loups des bois qui vivaient en meute dans les collines au-dessus de la rivière étaient devenus ses amis depuis les nombreuses lunes de maturité où la tribu était venue s'installer auprès de la rivière. Elle avait souvent observé leur façon de chasser et de jouer, alors qu'elle explorait les collines là-haut. Elle leva la voix pour saluer ses frères et sœurs, en leur retournant leur salut par un hurlement semblable au leur. Ils répondirent de nouveau au salut de la mère de clan, lui indiquant que le marchand de sable lui faisait signe de se reposer et de rafraîchir son corps pour qu'elle puisse rêver des joies qu'elle rencontrerait le jour suivant.
Plus tard, la conteuse, enveloppée dans son vêtement de nuit, rêva de Lapie, parfois appelé le petit aigle noir. Dans son rêve, Lapie chevauchait le bison, en se régalant des insectes ramassés sur sa fourrure. À la lumière du soleil brillaient le noir et le bleu sombre, irisés des plumes de Lapie, éclatant parmi les touches blanches des plumes qui ornaient ses ailes et sa queue. Dans le rêve, Lapie enseigna sa médecine, qui était le don de soulager la douleur des autres. Petit aigle noir apprit à la conteuse que les contrariétés dans le corps étaient un avertissement pour indiquer qu'un changement était en train de se produire. Lapie raconta à la conteuse que certains des êtres à deux jambes refusaient de traverser quelque sorte de gêne physique que ce soit, parce qu'ils ne comprenaient pas que les frissons et la fièvre étaient la façon dont le corps se débarrassait de certaines limitations. Quand la tribu humaine avait compris les leçons de croissance qui résidaient dans le défi de ce qui les gênait, Lapie leur envoyait son esprit pour enlever les difficultés physiques et la douleur. Comme l'aigle dont elle portait le nom, Lapie montrait aux deux jambes comment trouver la liberté. L'aigle enseignait la liberté de l'esprit, et Lapie enseignait à laisser la compréhension et la liberté de l'esprit pénétrer dans le corps. Dans le rêve, la conteuse était l'auditoire, de la même façon que les enfants étaient ses auditeurs à l'état de veille. La protectrice de l'humour faillit se réveiller lorsqu'elle partit à rire en entendant Lapie rebâcher à propos de sa cousine des régions tropicales de l'île de la Tortue. Lapie décrivit sa cousine ailée comme possédant le plus gros bec imaginable et des plumes aux couleurs brillantes. Du fait que le bec de cette cousine était si gros comparé à son corps, elle était connue pour mettre son nez dans les affaires de tout le monde. Mais en fait, elle repérait tout ce qui pouvait faire du mal. Le petit aigle noir désigna cette cousine comme le toucan et dit que sa médecine était le système d'alarme de la jungle. La cousine toucan visitait parfois les rêves de ceux de la tribu humaine qui vivaient loin, très loin, pour les rendre plus observateurs. Lorsqu'un ennui ou un danger s'annonçait, le toucan volait à travers la jungle dans le monde tangible, ou bien envoyait son esprit voler à travers le temps du rêve pour donner l'alerte à ceux qui devaient tenir compte du danger signalé. Lapie suivait presque toujours le toucan en volant à travers les rêves des humains pour leur montrer comment éviter les leçons douloureuses qu'ils rencontreraient, s'ils n'étaient pas conscients des signaux d'alerte ou de danger qui jalonnaient leur parcours sur la route rouge de la vie. Petit aigle noir dit à la gardienne des histoires de médecine à quel point les avertissements de sa cousine au gros bec pouvaient enseigner aux humains à prendre conscience de situations où ils pourraient perdre leur sentiment de bien-être. Le toucan envoyait un avertissement dans les cas où la vie était menacée, rappelant aux imprudents rêveurs que la vigilance pouvait les sauver d'une atteinte physique. Comme le toucan vivait dans une partie très lointaine de l'île de la Tortue, c'est à travers le rêve que Lapie avait amené sa médecine à la mer de Clan, donnant à la conteuse connaissance de la médecine du toucan pour qu'elle bénéficie de sa protection si jamais elle en avait besoin. La conteuse remercia le petit aigle noir
pour sa présentation et pour les leçons qu'elle avait ainsi découvertes dans son rêve. Lorsque la conteuse s'éveilla, elle constata que la lumière de grand-père Soleil ne gratifiait pas encore le ciel matinal. Aussi resta-t-elle allongée, en silence, réfléchissant sur la médecine qu'elle avait reçue pendant la nuit. Sa tête s'emplissait d'histoires qui venaient l'une après l'autre, apportant de nouvelles façons de partager la sagesse qui lui avait été amenée. Elle éprouva une sensation de nouveauté en respirant l'odeur des plantes couvertes de rosée que lui apportait la brise du matin. La conteuse écouta la chanson de l'eau de la rivière qui courait auprès de sa hutte et fut heureuse. Les traditions orales continueraient à vivre aussi longtemps que ceux qui parlaient le langage des vérités éternelles continueraient à les transmettre de génération en génération, donnant aux enfants humains sur la terre une façon de comprendre leur vie. C'était un bonheur de participer à ce legs oral. C'était un grand bonheur que les animaux qui enseignent veuillent bien partager leur médecine avec elle, pour qu'elle puisse la transmettre à travers les contes qu'elle racontait. La gardienne des histoires de médecine ferma les yeux un moment et vit l'esprit de son nouvel ami le toucan. Silencieusement, elle laissa ses pensées demander au toucan si cet être ailé avait envoyé son esprit auprès d'elle pour une raison particulière, ou s'il était juste venu la saluer au début de cette nouvelle journée. Le toucan parla à la conteuse. Il lui murmura un message qui pour toujours resterait dans les mémoires de la protectrice de l'humour. Mère, je suis venue te dire que bien des changements vont arriver aux deux jambes, au cours du passage des mondes. Mon avertissement est double. Si les enfants de la terre oublient de rire d'eux-mêmes, ils périront par leurs actes. Ces actes qu'ils font quand le sérieux étrangle leur sens du jeu et du rire. La tribu humaine a besoin qu'on lui montre comment utiliser l'humour pour désamorcer des situations qui pourraient être douloureuses ou destructrices pour eux. S'ils oublient d'équilibrer le sacré avec l'irrévérence, la joie de vivre sera perdue. La deuxième partie de mon avertissement concerne la garde des traditions orales. Quand une histoire s'est transmise à travers les générations et contient une vérité, les voies avisées de la médecine qu'elle propose soutiendront les humains dans leur croissance à travers le temps. Laisser ces histoires s'éteindre serait une injustice. Les enfants de la terre changeront et certains perdront leur connexion au monde de la nature. Mais, même si c'est seulement à travers leurs rêves, les histoires de médecine les maintiendront connectés au reste de leur famille planétaire. Quiconque peut dire ce qui est vrai en racontant un conte qui offre aux auditeurs une manière de réfléchir sur leur vie, sans accuser qui ou quoi que ce soit, apportera aux hommes ma médecine des avertissements. Et si ces avertissements leur permettent de revenir à l'équilibre de leur vie, ils parviendront à l'unité.
La conteuse remercia le toucan pour son double avertissement, puis montra à son amie à plume qu'elle avait vraiment compris ce message, en lui répliquant: Ainsi, ma sœur céleste au gros bec, je dois me souvenir que si l'on ne fait pas attention à la sagesse contenue dans le récit des contes, on peut se retrouver à montrer sa queue au monde. La conteuse et l'esprit du toucan rirent de bon cœur. La lumière du soleil traversait la grisaille d'avant l'aube. Les sévères conseils avaient été pris à cœur et compris. La menace des dures leçons que pouvait amener le déséquilibre renvoyait à la douleur et au chagrin humain. Mais le rire avait damé le pion au nuage noir que représentaient les limitations humaines. Ces nuages qui semblaient cacher les joies qui peuvent se découvrir dans le fait d'être un humain. La conteuse comprit et désira faire face au futur avec ses enfants, en ayant toujours à l'idée que chaque être humain avait à trouver ses vérités pour lui-même, afin de suivre l'évolution de l'esprit. Elle sut que ces histoires seraient un réconfort pour ceux qui se sentiraient fatigués sur la piste sacrée, et que pour cette raison, elle leur en ferait cadeau. Ainsi, la vérité de la sagesse continuerait à se dire. La parole des traditions sacrées se perpétuerait. Cela ne disparaîtrait jamais.